Bienvenue sur Cash Immobilier Podcast. Je suis Kevin, votre hôte. J'ai créé ce podcast parce que j'aurais aimé connaître le parcours de certains investisseurs ou entrepreneurs quand j'ai commencé à m'intéresser à l'immobilier. Mais ça n'a pas été le cas. C'est entre autres pour cette raison que j'ai créé ce podcast, pour partager. Partager l'expérience des invités, partager leur motivation, partager leurs réussites et leurs défaites, et les miennes aussi. Mais aussi pour que l'immobilier soit plus simple à appréhender. On va aborder d'autres thèmes au fil des épisodes, comme les finances personnelles, la bourse ou les différents métiers qui existent. Nous allons tenter d'aborder autant d'aspects des finances que possible pour explorer le côté cash et le côté immobilier. D'où le nom du podcast, Cash Immobilier Podcast. J'ai aussi créé ce podcast pour apprendre, parce qu'on ne cesse jamais d'apprendre. En bref, ici on parle de cash et d'immobilier. Alors si l'immobilier vous intéresse, mais pas que, vous êtes au bon endroit. Cette semaine, je reçois Mathieu ou Chronique Imo, Chroniqueus Imo, I2MO, que vous pouvez retrouver sur Instagram. Il est investisseur, principalement. Il accompagne les investisseurs sur le chemin de l'investissement. Il est aussi podcasteur. Vous pouvez le retrouver sur plusieurs plateformes, comme notamment Spotify ou Apple Podcast. Vous retrouverez d'ailleurs un épisode qu'on a fait ensemble sur son podcast dans les mois à venir. On a passé un très bon moment, donc j'espère que vous passerez également un très bon moment en notre compagnie. Bonne écoute. Juste avant de démarrer, j'aimerais vous demander un grand service. Est-ce que vous pourriez prendre 30 secondes de votre temps pour mettre une note 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast? Ça m'aiderait énormément. Merci d'avance. Salut Mathieu, comment tu vas? Salut Kevin, ça va et toi? Ouais, ça va très bien. Merci d'avoir accepté de passer sur mon podcast. Alors, si on rentre dans le vif du sujet, je pourrais te demander comment tu te présentes, enfin, présente-toi pour ceux qui nous écoutent. Ok. Déjà, merci à toi de m'inviter sur ta chaîne et de prendre le temps. Je suis très content d'être là avec toi, passer ce moment ensemble. Et ensuite, si je devais me présenter, j'aime bien dire que je suis un passionné d'immobilier. Voilà, c'est la meilleure façon de me définir. Et ensuite, évidemment, passionné d'immobilier, donc je gravite, ma vie tourne autour de l'immobilier de manière générale. Je rénove, enfin, j'achète, je rénove, je construis un parc immobilier. Des fois, je revends, je m'associe, je fais des deals sur de l'immobilier. Des fois, j'accompagne des gens. Voilà ce que je fais. Je gravite autour de l'immobilier, essentiellement. Super, super. C'est pour ça que tu es là en plus. Ça tombe bien. Ça tombe bien. Je ne suis pas tombé de chaîne là. Non, non, c'est bon. Tu es au bon endroit. Donc, alors, toi, tu es, t'es un passionné d'immobilier. Ouais. Euh, Qu'est-ce qui a fait que tu en es arrivé là? Est-ce que tu peux nous parler un peu d'où ça te vient, tout ça? Ouais. Alors, est-ce que tu veux que j'aille loin ou Ah, tu peux non, aller très loin, c'est très, comme tu très, veux. très sincèrement, je pense que avant de choisir l'immobilier, j'ai choisi de m'en sortir. Donc en fait, moi j'ai un traumatisme que beaucoup ont, c'est le manque, le traumatisme de manque, notamment le manque économique. Donc c'est quelque chose que que j'ai compris très jeune. Euh, Moi j'ai grandi en banlieue parisienne, avec mes frères, on va dire que économiquement parlant, on est trois frères, on est une fratrie. Et je suis l'aîné et vers l'âge de mes 8 ans, je pense, à peu près, je m'en rappelle parce que c'était l'âge où j'ai commencé à aller à l'école tout seul à pied. Il y a à peu près 1 kilomètre, 1 kilomètre 2 entre là où je vivais et l'école primaire. Et je me rappelle bien de cette période-là parce que je, ma famille étant originaire de la province, de la campagne, dans la région du Limousin, je me rappelle euh, tu vas voir, je vais faire le lien, tu vas comprendre. Je me rappelle d'une réunion de famille un dimanche chez mes grands-parents où ça avait bardé sévère parce que, euh, euh, parce que mes parents ont dit que j'allais à l'école tout seul à pied le matin et je rentrais le soir à pied après l'école. T'avais quel âge? J'avais 8 ans. J'avais 8 ans. Et donc, si tu veux,
En région parisienne, c'est un truc classique, normal, quand tu commences à avoir ces âges-là et que tes parents ils n'ont pas les moyens de payer une nourrice ou enfin, une nounou comme on dit maintenant ou je sais pas quoi pour t'accompagner avant l'école et après l'école. Moi mes parents ils avaient clairement plus les moyens et à cet âge-là ils se sont dit bon il est grand il va y arriver tout seul etc. Et donc moi j'avais pas compris parce que j'étais extrêmement débrouillard et donc pour moi ça me semblait naturel et je me rappelle que mes grands-parents ils n'étaient pas du tout d'accord avec ce principe-là. Et j'ai compris que plus tard, en fait, le pourquoi du comment. Je pense que mes parents ne sont pas des mauvais parents. C'est juste que, comme beaucoup d'autres parents, ils ont galéré. Tu vois, ils ont quitté la province pour aller s'installer en région parisienne en se disant, OK, là-bas, il y a du boulot, on va s'en sortir, etc. Sauf que le ratio, euh, en fait, coût de la vie et salaire pour des profils comme mes parents, ben, au final, c'est pareil. C'est la même misère que de vivre en province ou en région parisienne, voire même pire. Et donc, du coup, la première prise de conscience, c'est ça. C'est peut-être plus tard, vers mes 13-14 ans, connecter les points ensemble, comme on dit en anglais, connecting the dots. Ouais. Je me suis dit, ah ouais, ok, en fait, il y a, il y a des gens, parce que je voyais bien les copains, les copines qui arrivaient en voiture, ils se faisaient déposer devant l'école, tu vois. Alors que moi, j'étais déjà là ou que j'étais en retard, peu importe. Mais en fait, la première prise de conscience, c'est, ok, en fait, on n'a pas d'argent. En fait, on galère. Mais moi, je ne le savais pas. Pour moi, c'était normal, tu vois. Ouais. Ma normalité à moi, c'était pas forcément celle des autres familles. Et je te dis, en fait, première prise de conscience, 13-14 ans, où je me dis, ah ouais, en fait, d'accord, ma famille, d'accord, il y a des niveaux, en fait, il y a des catégories. Tu vois, personne n'avait jamais dit. Mes Ouais. parents, ils n'ont jamais tenu le discours, ils m'ont jamais expliqué les catégories sociales, etc. Tu vois, même avec leurs mots à eux, tu vois, ils ont jamais abordé le sujet. Donc j'ai dû m'en rendre compte par moi-même. D'accord. Et après, pour répondre à ta question un peu plus en détail, l'immobilier, c'est arrivé plus tard. Je te dis, la prise de conscience, c'est OK, il faut que je m'en sorte parce que on n'a pas d'argent. Et clairement, je comprends qu'il y a des gens qui vivent, qui ont une vie qui est beaucoup plus douce que la mienne. Donc, ah, j'étais en quête de vie plus douce. Et, euh, et l'immobilier, c'est arrivé par déduction, par, euh, par observation, beaucoup. D'accord. J'ai une période de ma vie où je travaille beaucoup la nuit. Je travaille dans un bar qui est attenant à un théâtre en province. Et ce bar, qui est un bar à champagne, un bar à cocktail, il a la particularité d'accueillir des gens un petit peu cotés, tu vois, des gens qui se produisent dans ce théâtre. Et donc, du coup, dans cette petite ville de province, ça a un effet d'attirer comme un aimant tous les bourgeois, on va dire, de la classe sociale élevée de cette ville, D'accord. cette petite ville. Et du coup, ben, je commence à côtoyer par effet, par tout simplement professionnel, les avocats du coin, tous les notables en fait. Tantôt un notaire, tantôt des chefs d'entreprise, beaucoup de chefs d'entreprise qui viennent, etc. Parce que le gratin aime bien rester avec le gratin, quoi. D'accord. Et je me dis, putain, ces gens-là, ils sont quand même vachement à l'aise, ils sont beaux, ils présentent bien. La plupart, ils ont un beau verbe, ils savent parler. Et ils n'ont pas peur de mettre beaucoup d'argent pour acheter des bouteilles que jamais de ma vie j'aurais envie de me payer. Tu vois. Déjà, je peux pas, et surtout, je ne vois pas l'intérêt de mettre autant d'argent dans de l'alcool. Et du coup, je comprends vite qu'il y a ceux qui parlent beaucoup et ceux qui parlent un peu moins. Et je me dirige vers cette catégorie-là. Et je comprends surtout, il y a une personne en particulier, je me rappelle de ce monsieur, je ne sais pas s'il est toujours de ce monde avec nous, mais je me rappelle de ce monsieur qui m'avait bluffé, il m'a beaucoup appris sur l'immobilier et je pense que lui-même ne s'en est pas rendu compte. Mais j'ai beaucoup, tu sais, j'ai fait la sangsue. Je lui ai posé des questions un peu en mode espion, quoi, tu vois, je voulais connaître, je voulais comprendre. Voilà un peu la genèse, on va dire, de l'idée pour moi de me diriger vers l'immobilier. Ok, très bien. Est-ce que tu m'entends bien? Nickel. Ok, Et ok, toi? d'accord. Parce que non, c'est bon. Parce qu'en fait, j'avais l'impression que mon micro avait un souci, mais non, tout va bien. Nickel, Ok, nickel. ok, bah super. Merci pour ces détails. Et donc finalement, toi, tu m'as dit que donc à 8 ans, enfin, tu allais à l'école tout seul. Après 13 ans, tu as remarqué que finalement, il y avait des catégories socio-professionnelles différentes. Et Ouais. enfin, tu t'es dirigé vers quel métier? En fait, qu'est-ce qui a fait que finalement, Ouais.
tu te dis, bah, je vais m'en sortir? Est-ce que tu t'es dit, bah, à 13 ans, je vais faire de l'immobilier parce que par déduction, comme tu as dit, ou est-ce que tu t'es dit, bah non, il faut que j'ai un métier pour m'en sortir, et puis c'est après, quand tu as eu ce métier, que tu t'es dit, bah, je fais de l'immobilier à ce moment-là? Non, pas du tout, parce qu'en fait, entre le constat que j'en fais aujourd'hui et le recul que j'ai et Mhm. l'état d'esprit dans lequel j'étais plus jeune, ça n'a rien à voir. Tu vois, moi, je suis l'archétype du cancre qui s'ennuie à mourir à l'école, Mhm. qui a très, très envie de s'amuser avec les gens. J'adore les gens. Et depuis tout jeune, j'adorais, moi, faire des blagues. Tu vois, j'ai des souvenirs de copains d'école avec lesquels, franchement, on allait à l'école, mais je me rappelle du collège qui était aussi bien. Pour moi, c'était le purgatoire, le collège, parce que c'était socialement très difficile, euh, mais en même temps, c'était mon échappatoire de la maison, qui était plutôt difficile, où du coup, bah, ça me permettait d'aller faire des blagues et rigoler. Donc, ça m'a pas introduit correctement dans les études. Ouais, J'ai aucun diplôme, j'ai même pas le brevet, tu vois, j'ai un BEP, mécanicien auto, d'accord. qui m'a servi à rien. En fait, quand j'ai quitté le collège, bah, tu sais, le fameux rendez-vous où on te dit, je me rappelle plus comment ça s'appelle, la personne qui dit à tes parents, bah lui, il va faire ça, quoi. Conseiller La d'orientation. conseillère. Ouais, voilà, c'est ça, la conseillère d'orientation. Bon, bah moi, ça a été expéditif. On est rentré 5 minutes plus tard, je sortais avec un bout de document qui disait, OK, on vous inscrit au centre de formation professionnelle. Là-bas, vous irez faire soit boulangerie, soit bâtiment, soit mécanique, quoi, tu D'accord. vois. Je me demande pas comment c'est arrivé sur la mécanique, j'en ai aucune idée. Ça n'a aucune espèce d'intérêt, mais en tout cas, on m'a fait passer un BEP que j'ai eu. Et, euh, Et j'ai tenté, j'ai fait un mois, pour la petite histoire, ça je ne l'ai jamais dit, c'est trop drôle. J'ai fait un mois à Euromaster. Mhm. Je pense que tout le monde connaît la marque Euromaster. En sortant de ce BEP, parce que je ne voulais pas continuer sur un bac. Et en fait, je me suis dit, mais c'est quoi ces beaufs? En fait, moi j'étais déjà à cette époque-là dans un travail sur moi-même où j'avais commencé à lire des livres. J'ai lu, en fait, j'ai lu aucun livre dans ma scolarité, en tout cas pas que je m'en souvienne. Et par contre, dès que j'ai su qu'il y avait moyen de s'en sortir, de s'extirper de cette vie, et que notamment ça passait par lire des livres, bah, je me suis fait une petite collection. Je me rappelle que même il y avait des livres, je les volais, quoi, tu vois, je les volais à la librairie. Il y avait des lettres, mes parents recevaient des lettres de relance, comme quoi il fallait que je ramène les livres et tout. Donc, bref, voilà. Et j'ai compris un truc, c'est qu'en fait, j'avais mal saisi l'opportunité que c'était d'étudier. Et donc, du coup, je me suis réinscrit dans un bac action marchande. À l'époque, ça s'appelait comme ça. Vente action marchande, pardon. Ça n'existe plus, je crois. Et voilà, donc bac que j'ai pas eu, mais cursus que j'ai suivi. Et ça m'a dirigé plus tard dans ma vie vers le commerce. D'accord. Et voilà. Et donc, j'ai entamé après des petits jobs de commercial à gauche, à droite. Notamment dans des grandes boîtes comme Renault, mais aussi des plus petites boîtes, aussi dans des startups euh, autour du monde de l'immobilier. Donc, voilà, j'ai fait ça, de la vente. D'accord. Et est-ce que le fait d'être passé dans des entreprises comme ça, qui sont reliées au monde de l'immobilier, est-ce que ça t'a aidé ou pas du tout? Ah bah oui, en fait, comme tu vois, je t'ai cité Renault, et en fait, Renault, tu vois, c'est vraiment le mauvais choix. En fait, Renault, OK, Euromaster, c'est nul, je vais m'inscrire à un bac vente action marchande. Je fais très vite, je comprends que, en fait, on nous apprend qu'il y a des industries, tu vois. Moi, j'étais tellement, j'ai pas peur de le dire, j'étais tellement ignare que je ne savais pas catégoriser, par exemple, l'industrie automobile, l'industrie BTP, l'industrie immobilière. Tu vois, je ne savais pas faire tout ça. Et après, j'ai eu plus qu'à. En fait, j'ai compris qu'il y avait des voies, il fallait en prendre une. Et ensuite, il y a des sous-tiroirs, il fallait ouvrir un sous-tiroir et voir si tu n'avais pas moyen de trouver une place dans un poste qui est dans une de ces entreprises, dans ces sous-tiroirs. Et donc, moi, venant du monde de la mécanique, je me suis dit, OK, bah, ça sera automobile. Et donc, suite à ce bac manqué, de toute façon, à cette époque-là, tu te faisais, si tu, que tu l'es ou que tu l'es pas, tu te faisais embaucher par toutes les concessions automobiles
pour faire de la vente sur secteur, ce qu'on appelle commercial terrain. Donc je me fais embaucher chez Renault avec, enfin bon bref, je ne sais même pas par quel miracle je me fais embaucher chez Renault. Je passe 2, 3 mois, on me forme, on m'envoie à l'école de vente Renault. Donc là, j'apprends pas mal de trucs intéressants, parce que c'est beaucoup plus centré terrain. Et je comprends encore, en fait, à ce moment-là, la prise de conscience, c'est OK, dans la vie, il faut vendre. Si tu n'as pas de compétences particulières, si tu n'es pas médecin ou, enfin bon, bref, tu as compris, ou juriste, enfin, une compétence particulière d'État, euh, faut savoir vendre. Soit se vendre, soit vendre quelque chose. Et donc, du coup, ben, je fais quelques temps chez Renault, suffisamment longtemps pour financer mon premier projet immobilier, en fait. Et la prise de conscience, c'est OK, bon, j'ai réussi à avoir mon financement. Je vais lancer des travaux. C'est un projet compliqué en plus, parce que c'est un immeuble dans un ancien moulin du XVIIe siècle qu'on sort de la copro, on fait une copro à part. Enfin, c'est vraiment un truc complexe. Moi, si tu veux, c'est YOLO, hein, j'ai 20 ans à cette époque-là. C'est un peu. J'étais pas du tout dimensionné pour mes petites épaules et mon petit mindset. Et donc, du coup, euh, je dis, OK, la prochaine fois, parce qu'en plus, ça vrillait dans tous les sens chez Renault, tu vois. Moi, je me faisais tout le temps tirer les oreilles. J'en faisais qu'à ma tête. Je me pointais à la réunion le matin à 8h30 avec ma cravate. À 8h45, j'étais déjà à la machine à café. La cravate, elle était en boule sous mon siège de voiture. Et après, je partais, tu vois. Je partais toute la journée sur le terrain. Donc, vraiment pas vraiment en adéquation avec cette industrie. Et j'ai très vite compris, en fait, il n'y avait pas de marge. Il y a très peu de marge dans cette industrie. Donc je me dis, OK, là, déjà la prochaine fois que j'ai l'opportunité de changer de job, je vais dans l'industrie qui m'intéresse à titre personnel et non pas professionnel. Donc en fait, ça sera mon intérêt d'abord. C'est un petit peu le théorème de paye-toi d'abord. Bah là, Exactement. c'est pareil. Bon, là, pour le boulot, je me suis dit, OK, je vais faire un truc qui me plaît moi d'abord et ensuite on verra. Et surtout qui est rémunérateur. Et donc après, mes choix ont été plus drivés sur des entreprises qui tournent autour de l'immobilier. Euh, Agence immobilière, j'ai fait aussi bien transaction que gestion. Donc du coup, j'ai appris le vocabulaire euh, et les rouages en quelque sorte de l'immobilier comme ça. J'ai travaillé aussi en Angleterre pour une boîte qui fait l'équivalent de la défiscalisation, mais pour les Anglais, donc pour leur vendre des biens qui ont été saisis en Espagne ou au Portugal, des produits de défiscalisation pour eux, pour par exemple pas payer d'impôts à la retraite, ce genre de choses. Euh, et voilà, et puis ensuite, bon, je pourrais rentrer dans le détail si tu veux plus tard, mais j'ai fait d'autres trucs, comme par exemple monter une conciergerie basée sur le système de la garantie de loyer. Euh, c'est un des business que j'ai monté quand j'étais en Angleterre. Et voilà. Ça m'intéresse parce que je vois pas du tout de quoi tu parles. Donc, OK. tu m'as dit une conciergerie Mhm. qui, En bah, fait, explique-nous un peu ce que tu as fait. en 2014 ou 2015, je crois, je quitte la France pour la seconde fois, parce qu'entre-temps, j'ai déjà fait un petit tour au Canada. Là, je quitte la France pour aller en Angleterre, m'installer à Bristol. Et, et encore une fois, là, ce départ est drivé par un besoin personnel, celui de devenir bilingue. Donc, rappelle-toi, j'étais un cancre. Du Ouais. coup, tu imagines bien que les cours d'anglais, le cadet de mes soucis. Et tu vois, les gens, ils disent, quand il y a vraiment beaucoup de taf, les gens disent, ben, passe le permis, tu verras, ça va t'ouvrir des potes, tu vas trouver du travail. Et c'est vrai, Ouais. à une certaine échelle, c'est vrai. Mais par déduction, et surtout parce que le marché est comme ça t'apporte pas des gros salaires. Et donc, du coup, moi, je te dis, j'ai vraiment procédé dans ma vie par élimination. Donc, je voulais que ça soit industrie immobilière, il fallait qu'il y ait de la marge, il fallait que ça soit de la vente, parce que c'est le meilleur moyen de créer de la valeur. Et dans un dernier temps, j'avais compris que les entreprises qui ciblent les profils comme moi, donc un petit peu atypiques, un petit peu rentre dedans, on va dire les profils extravertis, professionnellement parlant, hein. J'ai plutôt l'impression d'être un introverti, mais au final, dans le boulot, je suis peut-être un petit peu différent. Mais au final, ces entreprises, elles cherchent des gens qui n'ont pas peur de passer des coups de fil, d'aller à des rendez-vous, de prospecter, etc.
Et sur un marché qui est de plus en plus international, il faut être bilingue pour trouver des postes intéressants dans des entreprises qui acceptent de te donner ta chance. Donc moi, je me dis, OK, tu sais quoi? Euh, tu vas rigoler quand je vais te dire ça, mais je l'ai entendu à la télé. À l'époque, je l'ai entendu, c'est passé à la télé et tout le monde en parlait. Je suis sûr que tu as déjà entendu l'information. Johnny Hallyday a appris l'anglais en l'espace de 2 ou 3 mois avec un coach à la maison. Ah bon, je ne savais pas, Ouais. non. En fait, c'est à l'époque où Johnny Hallyday il quitte la France pour aller s'installer pour de bon à Los Angeles. Bon, il y vivait une certaine partie de l'année, mais là, cette fois-ci, il quitte la France. Il va s'installer à Los Angeles. Bon, l'anecdote est marrante parce qu'au final, moi, Johnny Hallyday, j'y connais rien, je connais pas le personnage, etc. Mais j'avais quand même l'impression que c'était une sorte de personne importante, Sûr. Ouais. mais avec très peu de volonté. Et par contre, un jour, il s'est dit, je vais aller vivre là-bas, mais par contre, je ne vais pas me ridiculiser. Je vais y aller, et quand je vais y aller, je vais parler anglais. Le Mm. mec s'est filé 2 ou 3 mois pour atteindre son objectif. Et donc, je me suis dit, attends, si Johnny Hallyday a 70 berges, il arrive à faire ça, moi, tu vois ce que je veux dire? Ouais. 22, 23 ans, ça va être easy, tu vois. Et du coup, je me dis, OK, je vais vivre à Bristol et mon objectif, c'est parler anglais le plus vite possible. Donc, je me donne un an, Mm. que quand même, je suis pas. Ouais, Ouais. je, je- je me dis, dans un an, tu t'es bilingue. Tu parles anglais parfaitement, tu comprends, tu l'écris, tu peux parler au boulot, etc. Donc, je vais là-bas, je fais tout un tas de petits boulots. Ça, c'est vraiment un gros learning que j'ai eu, c'est que, en fait, c'est- ça va te demander beaucoup d'abnégation au début. Moi, j'ai fait la plonge dans des restaurants avec des backpacks et des Roumains, quoi, tu vois. Ouais. Et j'avais déjà fait mes premiers 50 000 € en faisant une culbute sur de l'immobilier, Mm. tu vois. Mais si tu veux, pour moi, ça n'avait pas de rapport. Mon objectif, il était autre. Mon objectif, c'était que, OK, quand je reviens, je me chope un petit boulot là, bien payé, et les projets immobiliers, je vais les enchaîner. D'accord. Donc, bref, je fais ça, et en fait, ça va beaucoup plus vite que ce que je pensais, l'anglais, parce que je suis en immersion. Je traîne avec zéro français, tu vois. D'ailleurs, je faisais même semblant de ne pas parler français. Je me rappelle que dans les bars, quand il y avait des Français, il y a quand même une grosse communauté française en Angleterre, faut le dire. Et je me rappelle que dans les bars, quand il y avait des Français, tu sais, je tournais le dos, je parlais pas, je suis celui qui comprend pas, tu vois. Et Mm. vraiment pour donc ultra focus. Et en fait, en Angleterre, à un moment donné, je me dis, il faut que je fasse plus d'argent parce que j'avais pas encore commencé chez Bristow Property, donc c'est la fameuse boîte qui vendait de l'immobilier en Europe du Sud pour les Anglais, pour les personnes un peu aisées. Donc c'était juste avant, je bossais, j'enchaînais 2 petits tafs dans des restos et, euh, et je me rends compte du marché immobilier en centre-ville de Bristol qui a beaucoup de petites surfaces qui sont très chers au mètre carré. Donc les gens qui pourraient se les payer, ils préfèrent mettre un poil plus pour avoir plus de mètres carrés. Ouais. Et clairement, les étudiants, ils peuvent pas se le payer. C'est que des chambres étudiantes ou alors des grosses colocs en Angleterre. Tu vois, c'est beaucoup plus démocratisé. Enfin, en France, maintenant, c'est normal, mais à cette époque-là, les colocs de 8-10, c'était normal déjà en Angleterre. Et, euh, et le marché étant tellement liquide, quand tu as une annonce qui reste plus de 10 jours sur Gumtree, donc Gumtree, c'est l'équivalent de Le Bon Coin en Angleterre, c'est bizarre. Et du Ouais. coup, je note la référence et je me mets une alerte. Tu vois, donc je me mets un compteur sur le téléphone et au bout de 10-15 jours, j'écris à la personne en disant je suis intéressé, je peux faire une visite en disant pas ce que j'ai derrière la tête. Et je le fais avec un, je le fais avec deux, je le fais avec trois, jusqu'à 5 appartements. En gros, ce que je faisais, c'était une promesse, tout simplement. Moi, je vous promets un an de loyer garanti. Ça veut dire que, alors, pas tout le temps, mais des fois, je donnais 3 mois, des fois, je donnais 6 mois, d'un seul coup. Et en gros, je leur disais, c'est quoi votre loyer? 700 livres? Eh ben, je vous donne 750 ou 800, c'était de la négo. Mm. Et je remets un coup de peinture, je change 2, 3 meubles, et moi, par contre, je le mets en location saisonnière. Donc, moi, je vais faire une activité avec votre appartement. Et je vous promets que vous, je le remets un petit peu en état. Parce que souvent, la problématique, c'est qu'il était un peu dégueu, tu vois.
soit il n'était pas joli, soit les meubles c'était trop à l'ancienne. Une cuisine, tu vois, le plus gros truc qu'on ait fait, je crois, c'est changer une cuisine. Voilà, on n'a jamais fait des folies non plus. Changer une cuisine, ça nous avait bien coûté 2000 pounds. Et, euh, et D'accord. donc, les propriétaires, c'était nouveau, donc ils étaient OK, tu vois. Donc, en fait, tu fais de la sous-location professionnelle finalement. Exactement, C'est ça. D'accord. exactement. Hmm. Sous location professionnelle, sauf que moi, mon métier, c'était en fait, au final, la rénovation de l'appartement, c'était juste quelques semaines. C'était 2, 3 semaines avant la mise en location. Mon métier, c'était de gérer. Donc, on s'arrangeait avec je dis on s'arrangeait parce que c'était difficile d'avoir des factures. Ça a vraiment été un gros challenge pour moi. Je pense que je n'étais pas prêt à gérer de l'humain, etc. Mais notamment pour les ménages, ça a été ultra difficile de faire les choses de manière réglo. Souvent, au final, il y a des gens, on n'a jamais reçu les factures, quoi. Tu vois, on devait payer en cash parce que c'est une ville étudiante, il y a beaucoup d'étudiants, donc c'est très facile pour trouver des gens pour faire les ménages après le check-out, ou même gérer les, euh, les draps, etc. Donc, moi, au début, j'ai fait tout seul sur le premier et le deuxième. J'ai dit, OK, en fait, j'ai plus de vie, donc il faut qu'on trouve des gens. D'accord. Euh, on a trouvé des gens, donc ça c'était les trouver c'était facile, garder un niveau de qualité constant beaucoup plus difficile. Et, euh, et voilà, on a stabilisé à 4 logements. Je dis on parce que j'étais avec ma compagne, hein. C'est elle aussi qui m'a beaucoup aidé. Elle y est pas pour rien Mhm. là-dedans. Et on a même monté jusqu'à 5, mais on l'a pas gardé longtemps. On a fait une saison, on a fait 9 mois à 5 appartements. Et en gros, on avait une phrase qu'on aimait bien se dire pour rigoler. C'est un appartement, un SMIC. Donc, tu imagines un studio qui fait entre 19 et 27 mètres carrés pour le plus grand. Et il fallait que ça nous rapporte un SMIC. Voilà. D'accord. Donc, net, voilà, on rentrait entre 5 et 7 000 pounds par mois, euh, juste en mettant les appartements sur Airbnb et Booking. D'accord, super. Et au niveau de l'imposition, c'est un peu dans les détails. Au niveau de l'imposition, c'est comment là-bas? Enfin, comment tu t'es. Très Ouais. simple, Voilà. très simple. Le premier et le deuxième, j'ai fait une erreur, c'est que je m'étais pas mis en limited. Donc, les Anglais, ils sont beaucoup moins regardants sur Tu vois, par exemple, au début, on louait les appartements, le locataire, les propriétaires, ils nous ont jamais demandé, ouais, filez-nous euh, les statuts de votre entreprise. D'ailleurs, la plupart des gens ne savent pas, mais en Angleterre, tu ne reçois pas de statut, hein. Il faut que tu ailles faire une demande en ligne pour avoir le document. Voilà. Tu as un numéro d'entrepreneur, mais tu n'as pas de statut. Et donc, du coup, les 2 premiers, au début, donc ça a duré peut-être 6 mois, j'encaissais en nom propre. Et donc, du coup, ça a drastiquement augmenté la, l'imposition que tu payes. Donc, en fait, en Angleterre, c'est différent, tu n'as qu'un seul impôt. Enfin, disons que la douleur, elle passe en une fois parce que tous les mois, il est ponctionné sur ce que tu touches. Donc, en fait, c'est l'employeur qui te paye le plus. Donc, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont plusieurs jobs en Angleterre, c'est tout à fait normal. Mais moi, mon salaire qui était de 1600 pounds, donc chez Bristow Property, c'est lui qui retirait à la source l'impôt. Et voilà, c'est un impôt général. Et donc cet impôt-là, il comprend quoi? Il comprend ton impôt, euh, l'équivalent de la taxe d'habitation ou la taxe foncière, si tu veux, c'est pareil, il y a qu'un seul truc en Angleterre, il n'y a pas les deux. Et l'impôt sur le revenu. Tout ça, c'est mélangé et ça te fait un forfait qui est ponctionné sur ton salaire, sur ta fiche de salaire la plus élevée. D'accord. Donc, moi, je suis passé je crois, de 270 à un moment donné, je m'en suis rendu compte, je dis putain, mais ça fait 580, 500, on est 270, 580 d'un seul coup. Parce que j'encaissais tout à mon nom et qu'il y a une transparence fiscale, en fait, entre les banques et le bureau des impôts, tout simplement. D'accord. Donc, Donc, après, je en me fait, suis établi en limited, pour ouais. répondre à ta question. Je me suis établi en limited. Et donc là, déjà, tu dois reverser la TVA. Et, et l'imposition, si tu dis pas de bêtises, c'était 16%. Et tu as, un deuxième impôt qui est l'équivalent de ce qu'on a en France, qui s'appelle le CFE, la cotisation foncière des entreprises. Et ça peut être élevé en Angleterre.
Je t'avoue que j'ai pas les datas, ça remonte tellement, mais effectivement, en fin d'année, t'as une CFE, l'équivalent d'une CFE à payer. D'accord. Donc oui, donc finalement, l'imposition, elle est quand même relativement intéressante par rapport à ce que tu gagnais finalement. Ah ben, il fallait absolument être en limited, hein. Limited pour l'auditeur, peut-être que j'explique, c'est l'équivalent d'être en SARL. D'accord. Il n'y a pas d'auto-entreprise. Mmh. En fait, si tu veux faire du business sans faire de société, en Angleterre, tu peux le faire. De toute façon, ça va se voir. J'ai dit, tout est transparent. Ce qui rentre sur ton compte, c'est transparent. Mmh. Sauf si tu prends du cash. Mais bon, les gens utilisent très peu le cash en Angleterre, hein. C'est pas comme en Europe. Euh, non, c'est intéressant de faire les choses légalement en Angleterre. Ouais. D'accord, super. Ah, super. Et ça, c'était en quelle année pour qu'on resitue un peu? Ben là, c'était à peine un an après que je sois arrivé, tu vois. Parce que je me rappelle que très vite, je me suis dit, OK, je vais jamais y arriver. Ici, le coût de la vie il est plus élevé. Je vais pas y arriver. Et en plus, j'étais j'étais ultra motivé, tu vois. Donc, je me suis dit, OK, attends, il y a des appartements qui sont là en train de croupir. Il y a moyen de faire de l'argent. On fait le test. Ça nous coûte quoi? Au pire, on se trompe, on perd 3 mois de loyer. Tu vois, c'est que dalle. 2 500 pounds, on va perdre. C'est pas grave. Ouais, super. Et en fait, il y a un truc que je trouve intéressant parce que quand tu me parles de ta scolarité, tu l'associes au mot cancre, tu vois? Et, Ouais, en fait, je trouve que c'est intéressant parce que, en fait, en France, on pense que, enfin, je sais pas on pense, mais quand on n'est pas très fort à l'école, on est vu comme, on est vu ou on se voit comme quelqu'un qui est pas intelligent. Alors que ce que toi tu me dis en ayant été un «cancre» entre guillemets à l'école, ouais. tu vois, c'est qu'il y a quand même, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs intelligences finalement et donc Hmm. c'est pas la même intelligence que quand tu es à l'école et puis que quelqu'un qui est très fort en cours et cetera. C'est pas la même chose que quelqu'un qui sera fort dans un business, c'est pas exactement la même chose. Pas du tout même. Heu, Pas du tout. donc je voulais souligner un peu ça parce que c'est intéressant parce qu'on a un peu enfin, j'ai pas à dire qu'on a le même, parcours, mais moi j'ai pas fait de hautes études, tu vois? Moi Ouais, j'étais un peu comme toi à l'école, c'était un peu n'importe quoi et ouais. après j'ai trouvé mon métier d'aide-soignant parce que, voilà, Hmm. j'ai trouvé une bonne personne qui m'a aidé à trouver ça. Mais c'est vrai que les enfants ou les jeunes qui écoutent ou même les parents, ils pourraient se dire: «Mon enfant, il est nul à l'école», par exemple, tu vois? Mais Pas grave. pas le dire à son enfant, tu sais? Mais dire: «Mais il est nul à qu'est-ce qu'il va faire dans la vie finalement?» Et donc c'est Ouais. intéressant, je trouve, de voir que c'est pas parce qu'à l'école tu y arrives pas Hmm. qu'après tu vas pas y arriver après, quoi. Non, mais je pense que tu soulignes un truc important. Mmh. Très franchement, euh, encore une fois, j'en veux pas à mes parents. Je pense que si ils avaient eu plus de temps et qu'ils avaient moins galéré économiquement parlant, ils auraient peut-être orienté ma scolarité vers quelque chose ils auraient peut-être pris le temps de regarder qu'est-ce qui m'intéresse à part les matières classiques, tu vois. Moi, j'adore le sport. Donc, j'ai fait beaucoup de sport. Heureusement, j'allais au foot toutes les semaines, 2 à 3 fois par semaine. Avant ça, j'ai fait du judo, tu vois. Donc, heureusement, ils m'ont un peu intéressé à ça. Mais je pense que j'aurais été plus loin, tu vois, auprès si c'est moi le parent, je pense que j'aurais. Et que si je vois que mon enfant, j'ai pas d'enfant, mais je me suis déjà posé la question. Je me suis dit, tiens, s'il n'est pas intéressé par l'école et qu'il se fait catégoriser comme cancre, eh ben, je dirais que c'est pas grave. Je dirais, OK, on va te faire faire des trucs manuels, on va te faire faire de l'art. Peut-être que c'est l'art qui te fait kiffer. Peut-être que c'est le sport. Peut-être que c'est, je sais pas, tu vois, un truc que je regrette, c'est que mes parents, ils m'aient jamais dit, OK, tu sais quoi, euh, tu as beaucoup d'énergie, tu fais beaucoup d'idiotie à l'école, ben on va te mettre au théâtre. Parce que c'est le terrain parfait, tu vois, c'est le terrain fertile pour ce genre de personnalité. Et plus tard, on en a rigolé avec mes différents directeurs et managers dans des entreprises dans lesquelles j'ai pu passer, où j'ai souvent fait office de chauffeur de troupe, tu vois, j'ai même évolué jusqu'à devenir manager d'une équipe commerciale dans un passé professionnel, parce que je pense que j'ai ce truc naturel euh, enfin, de, de, de m'exprimer de manière à ce que soit ça motive, soit en tout cas tu te dis,
j'ai envie de m'amuser avec cette personne, tu vois. J'ai envie de faire quelque chose avec cette personne. Et je sais que je suis certainement ridicule, je fais certainement plein de fautes d'orthographe, je suis certainement ridicule sur certaines tâches mathématiques, mais au final, ça me passe tellement au-dessus aujourd'hui. D'accord. Après, moi, j'ai pas l'impression que tu fasses beaucoup de fautes d'orthographe, en tout cas à l'oral. Ah oui, Ouais, ouais. bah écoute, ouais, je te remercie. Je fais encore beaucoup d'anglicisme et les gens me le reprochent des fois. Ils pensent que je fais ça pour, m- je sais pas, pour me la péter, mais en fait, juste, bah, j'ai été expatrié pendant 5 ans et j'ai vu assez peu de Français pendant ces 5 années, donc je suis rentré avec beaucoup d'automatismes un peu bizarres. J'espère que j'en ferai pas trop sur, sur ton podcast. Non, il y a pas de souci. Puis de toute façon, moi, ça me dérange pas. Alors, donc, tu as été en Angleterre. Enfin, tu nous as parlé vite fait d'une opération que tu as faite avant d'aller en Angleterre. Et Ouais, donc, en fait, qu'est-ce qui s'est passé finalement entre le moment tu t'es dit, je vais acheter un bien immobilier ouais. et puis le moment où tu es parti en Angleterre? Qu'est-ce que tu as fait comme opération? Ben en fait, j'ai pas fait d'opération quand j'étais au Royaume-Uni pour la bonne et simple raison, mais je l'ai appris que pendant, tu vois, Hmm. et ça m'a motivé à aller encore plus vite d'ailleurs. J'ai appris que les expatriés qui vivent dans un pays où la devise n'est pas l'euro ne peuvent pas se faire financer de crédit immobilier en France. Surtout si leur contrat de travail n'est pas un contrat de droit français. Donc les contrats de travail euh, en Angleterre, évidemment, sont rémunérés en livres sterling. Donc moi, je n'étais pas du tout éligible et pourtant, on en a fait un paquet de dossiers, je me rappelle, de Thomas Roman, je crois. Un super gars, vraiment, je me permets de mettre son nom là, de le dire. Je ne sais pas s'il est intéressé par ce genre de sujet et qu'il nous écoutera, mais un mec génial. À l'époque, il était à la caisse d'épargne pour les expats. Donc, il faut savoir que quand tu es expatrié et que tu gardes tes comptes en France, ben on te met dans une agence expat. Donc, en fait, c'est des gens qui travaillent en remote depuis chez eux ou dans un bureau d'ailleurs, j'en sais rien, mais qui s'occupent de toi et qui essayent de te placer des produits spécial expat. Et moi, j'avais dit, bah, OK, on fait un deal. Moi, je te prends une assurance vie, je sais pas quoi, spécial expat. Mais par contre, toi, tu me dégotes un crédit. Et il m'avait mis en copie de tous les mails à ses supérieurs, il s'était arraché. Et vraiment, le truc qui revenait, donc ça, c'est un learning peut-être pour tes auditeurs, si jamais ils vivent expatriés dans un pays qui ne paye pas en euros. Ouais. Alors, il y a aussi le fait que le contrat n'était pas français, tu vois. Mais peut-être que si, genre, tu bosses pour Total, que tu vis dans un pays où tu es payé, je sais pas moi, si tu vis à Singapour, mais que tu travailles pour Total, ton contrat est de droit français et que tu es payé en dollars singapouriens, peut-être que ça marche, tu vois. Euh, mais moi, dans mon cas, ça marchait pas parce que c'était un contrat anglais. Donc, je suis bloqué, mais je gagne quand même assez bien ma vie entre mon travail et la conciergerie. Je gagne bien ma vie. Donc, ce que je fais, c'est que je mets de côté et je me dis, OK, je vais devoir me mettre un ultimatum un jour ou l'autre et rentrer en France. Non pas que j'en rêve, loin de là, mais je me dis, je connais le marché. J'ai déjà fait une opération en n'y connaissant rien et juste au feeling, quoi, tu vois. Une opération qui a bien marché parce que je ne l'ai pas détaillé, mais au final, j'ai acheté 2 lots dans un ensemble de lots qu'on a acheté à trois en indivision avec des copains que j'ai motivés. Donc, on a acheté un immeuble. Et moi, je me suis conservé 2 lots que j'ai ouverts. J'ai fait un grand appartement que j'ai meublé et que j'ai revendu meublé, en fait, avec une grande terrasse, une vue sur une rivière, etc. Donc, un peu un appartement type coup de cœur avec l'objectif de le revendre à des gens pour leur résidence principale. D'accord. Et là, c'était en quelle année ça? Ah bah ça c'est entre la fin de mon contrat dans le bar à cocktail et donc c'était je vais te dire des bêtises peut-être 2012. D'accord. Et qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, bah, avec tes connaissances, je vais acheter un immeuble et après, je vais faire de l'achat-revente finalement? Mais je m'en suis pas rendu compte. Je m'en suis pas rendu compte que j'achetais un immeuble, c'est ça le pire. L'affaire était déjà vendue, j'avais déjà pris l'argent que je me suis dit ah, mais en fait on a fait un immeuble. Donc, pour te dire le niveau du gars, quoi, pour te dire à quel point j'étais déconnecté, j'avais juste une espèce de rage, une boule au ventre où je m'étais dit, ok, je vais le faire. Parce que tout le monde me dit que c'est pas possible, ben, je vais leur montrer. Parce que moi, je commençais, je m'abreuvais de vidéos YouTube, de livres, de motivation.
de salles de sport avec des mecs qui te crachent leur motivation à la gueule toute la journée. Et donc je me disais, mais je vais le faire. Puis ils vont tous bien fermer leur gueule. D'accord, super. Et donc ouais, donc j'achète. En fait, il y a un des gars qui vient dans ce bar. Si tu veux, je te fais je te la fais courte. Il y a un des gars qui vient tout le temps dans ce bar à cocktail, qui vient au bar et qui discute toujours avec mon directeur. Et ils ont l'air vachement, tu vois, ils rigolent beaucoup, et ça parle toujours un peu argent, etc. Et donc, j'ai une affinité avec ce gars-là, et je lui dis, bah, vous faites quoi? Ah, bah, il me dit, bah, je suis huissier de justice, etc. Ah, ok, super, vous devez connaître. Et moi, je sais pas d'où ça me vient, mais vous devez avoir le filon pour toutes les bonnes affaires, tout ce qui se vend, tu sais, que les huissiers de justice. Et il me dit, ah bah oui, 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 bah moi, surtout qu'en plus, mon cabinet est tellement gros que j'ai des gens qui sont spécialisés. Donc, si tu cherches une voiture, par exemple, tu viens à une vente aux enchères, je te, je te file des adresses, etc. Je dis, ben non, moi, je cherche pas de. À cette époque-là, je dis, ben non, je cherche pas de voiture, moi, j'aimerais bien acheter dans l'immobilier. Il me dit, ah, ben, dans l'immobilier, c'est différent parce que moi, l'immobilier, en plus, j'ai des trucs à vendre en ce moment. Et puis, le truc, il tombe aux oubliettes, tu vois. Le mec revient, etc. Plus tard, j'apprends que le gars, en fait, il est propriétaire des murs du bar là où je travaille, qui est une ancienne bibliothèque, c'est l'ancienne bibliothèque nationale, municipale, pardon, de Limoges. Le mec est propriétaire du truc, c'est un bâtiment extraordinaire, massif. Puis il est propriétaire de tout un tas d'autres trucs sur Limoges et ses alentours. Et bref, vu qu'on se connaît mieux, je lui dis, ben, vous vous rappelez, vous m'aviez dit que vous aviez des trucs à vendre, vous avez quoi? Il me dit, oh, j'ai des trucs, mais là, plus trop. Ah si, j'ai un ancien moulin du 17e, mais c'est en dehors de la ville, c'est une autre commune et tout. Il me dit la commune, et pas ultra motivé, mais en même temps, c'est la commune où en fait, mes arrière-grands-parents du côté de ma grand-mère, ils avaient une baraque dans cette commune. Donc du coup, je lui dis, ben, ok, chaud, on peut peut-être profiter d'un moment où vous êtes sur place et je viendrai visiter, tu vois. Une première visite se fait et en fait, il me montre tout un tas de lots qu'il veut vendre. Je comprends qu'il est quand même suffisamment endetté parce que tout ça, c'est une SCI où il est associé avec d'autres personnes. Il est suffisamment endetté sur cette SCI pour devoir vendre un paquet de lots et il me montre en fait toutes les merdes, tous les trucs voilà, qui m'intéressaient pas. Et je lui dis, mais là, ce bâtiment, pourquoi il y a rien là-bas? Il me dit, bah non, il y a rien. Enfin, on a entamé les travaux, on les a mis en stand-by. Là, on n'a plus de cash pour financer, mais on a commencé, quoi. Donc, je peux vous montrer éventuellement deux lots. Et le reste, je vous montre comme ça. Sur mon portable, j'ai des photos. Je dis, bah non, moi, je veux tout visiter, mais il faudra revenir. Et donc, du coup, je reviens. Et cette fois-ci, je reviens avec des copains. Avec deux copains, où je leur dis, les gars, ça vous parle un peu l'immobilier, tout ça. Bon, un, oui, l'autre, pas du tout. Mais au final, je prétexte un resto, on se le fait tous les trois. On arrive à y aller ensemble et on visite tous les lots. Donc, je visite les deux fameux lots que moi j'achète. Je me suis tout de suite positionné pour les garder. Et je dis à mon copain, bah toi, tu t'es pas intéressé par le l'audio? Il me dit, ouais, ça peut être pas mal, faut voir la renta, etc. Donc, je fais une première projection. Et l'autre qui est pas du tout intéressé, mais par contre qui est très émotionnel comme gars, il me dit, bah moi, franchement, les gars, si vous prenez les deux, je vous suis, euh, je prends le rez-de-chaussée. Le rez-de-chaussée, en fait, c'est au niveau de la rivière, tu vois, moi au-dessus, D'accord. et l'autre copain, voilà, le duplex qui est tout en haut. Et en fait, tout ça accumulé, tu vois, ça forme un immeuble. Donc on a acheté en indivision tous les lots. Donc au final, il y avait, si je dis pas de bêtises, au final 5 ou 6 lots. On achète ça, on le sort de la copro, on fait une copro à part chez le notaire. Et moi, je reste focus sur mes deux lots avec ma grande terrasse de 50 mètres carrés. Et je dis, OK, je me focus là-dessus. Mais du coup, j'ai dû faire la projection de coûts de travaux et de potentiel de rentabilité pour les autres appartements aussi, quoi. D'accord, super. Donc, en fait, là, tu as fait, donc, tu as acheté ça, après, tu as revendu, donc, tu as pris 50 000, c'est ça? 50 000 euros, c'est Ouais, exact. un peu plus, mais du coup, il y avait des faux frais. Et je me rappelle à l'époque, j'étais à la Société Générale, j'ai reçu une notification sur mon iPhone. Paf, c'était à l'époque iPhone 4, paf, plus 52, je sais pas quoi. J'ai pris un peu plus de 52 000 euros sur mon compte courant. Et mon banquier, mon conseiller bancaire avait changé entre-temps. Il m'a tout de suite appelé, quelques secondes après la notification, il m'a appelé.
pour savoir qu'est-ce qui se passait, quoi, qu'il fallait que je le tienne au courant. Je lui dis, mais vous inquiétez pas, vous voyez bien que ça vient d'une étude de notaire, tout va bien, c'est une vente. T'as pas vu que tu le tiennes Donc au voilà. courant, carrément? Bah, en tout cas, en interne, on l'avait pas tenu au courant que le crédit immobilier avait été soldé par le notaire et que le reste, c'était de la plus-value non D'accord. imposable. Il est un peu, il s'est dit qu'est-ce qui se passe, faut que je l'appelle, quoi, finalement, c'est ça? Bah, il a halluciné. Tu sais, à l'époque, moi, j'avais un salaire de quand j'étais au bar, pour que les gens se rendent bien compte, moi, je gagnais 1300 euros, quoi, tu vois. D'accord. Allez, des fois, je faisais des folies des mois à 1500, tu vois. Et après, quand j'ai été embauché chez Renault, parce que c'était après, j'ai revu mon salaire à la baisse. J'avais un salaire je sais pas comment c'était possible. La convention collective a accepté ça. On avait un salaire de 851 euros Et Renault, chez Renault. en tant que commercial, c'est ça? En tant que commercial, ouais, ça, en fait, à l'époque, on était considéré comme VRP. Donc, en gros, c'était 851 euros avec un complément. Donc, ça, c'était le minimum qu'ils pouvaient nous payer sans se faire retoquer. Et derrière, on avait un complément de, je crois, 4 ou 500 euros, mais qui était de l'avance sur com, tu vois. D'accord. C'est un peu comme Et les tous agents les... immobiliers, finalement. C'est un fixe et puis Ouais, après, voilà, de l'avance. ouais, exactement. Sauf que les agents, ils n'ont pas de fixe du tout, même. Oui, c'est vrai. C'est vrai, ça dépend. Sauf certains chez Citia, je crois, et Foncia, mais à part ces boîtes-là, il n'y a pas de fixe, quoi. C'est des agents co, comme on dit. Ouais, ouais. Donc, Ok, tu vois, j'avais vraiment des petits salaires. Donc, il a halluciné quand il a vu ça. Il s'est dit, non, mais c'est quoi ce délire, quoi? Ça a dû créer une alerte, en fait, en interne chez lui. ouais, Ouais. d'accord, super. Et donc, en fait, donc, tu as fait cette opération-là. Pour récapituler un peu, après, tu as été en Angleterre pendant plusieurs années et après, tu es revenu en Ouais, France. Et quand tu es revenu en France, qu'est-ce que tu as fait? Donc, tu as continué l'immobilier parce que tu es là, mais qu'est-ce que tu as ouais. fait comme projet? Alors, j'ai fait des projets d'immeubles Mm. parce que j'ai été quand même très fatigué par cette expérience, pardon, par cette expérience de location saisonnière. Ça m'a pris beaucoup d'énergie et j'avais un peu mis ma vie perso de côté. Et ma femme me l'a bien fait comprendre. Du coup, quand je suis rentré, je me suis dit, OK, le challenge, c'est quoi? C'est de trouver un poste qui est connexe à l'immobilier pour toujours avoir un pied, tu sais, je reste focus, quoi, toujours un pied dans la partie pour créer des connexions, etc. Et il faut que ça soit rémunérateur. Et donc là, il y a un petit, comment dire, les planètes s'alignent. Je rencontre deux types qui lancent une start-up dans le monde de l'immobilier euh, et qui me vendent ça comme la nouvelle révolution. Euh, je leur dis, OK, bah, chaud, c'est pour du B2B, on a besoin d'une première équipe. Donc, si on te prend, tu seras un de nos premiers employés. Et là, le potentiel pour toi, c'est que tu deviennes très rapidement manager d'une équipe, plus tard directeur. Et voilà, s'il faut, si on ouvre un autre pays, tu peux ouvrir le pays, tu peux être country manager ou quoi. Donc moi, bon, je crois quand même assez peu à leur histoire. Au final, je vais à l'entretien, j'ai quand même eu trois gros entretiens, j'ai été pris. Et, euh, et la vérité, c'est que j'avais déjà commencé à parler un petit peu d'immobilier sur ma chaîne YouTube. Et le directeur général, il me dit ah, bah, c'est le YouTuber, c'est Mathieu le YouTuber, tu vois. Donc en fait, vraiment, il m'a fait comprendre plus tard qu'en gros, j'ai été pris parce que j'ai ce côté entrepreneur, j'ai ce côté, tu vois, où j'ai pas peur d'y aller, peu importe les on-dit. Et ça, c'est très recherché en fait dans le commerce. Ouais. Si je peux donner ce tips-là pour tes auditeurs, euh, vous inquiétez pas de vos diplômes, de ce que les gens pensent de vous, que vous ne soyez pas bon, encore une fois, en vocabulaire, en mathématiques. Ça, on s'en fout un peu. Mettez-le de côté. Mais par contre, soyez entreprenant, allez vers les autres, ne vous fermez pas de porte, restez ouvert d'esprit. Et vous verrez qu'il y a des gens qui sont comme vous. Vous n'êtes pas tout seul, quoi. Donc, ces gens-là, ils vont vous donner des opportunités. Et c'est ce qui s'est passé pour moi. Donc du coup, le job, franchement, il est fou. C'est un truc de malade. Ils n'avaient pas menti, j'étais un des premiers puisqu'on a été trois à être embauchés le même jour. Et donc on se retrouve à Bordeaux, et ils louent des bureaux pour lancer la start-up. Il n'y avait absolument rien dans les bureaux, juste des tables et des chaises. Et on arrive et ils nous disent, bon bah voilà, vous êtes les premiers. Notre truc, c'est une révolution. Personne n'en a entendu parler ou très peu, mais vous verrez que dans 2 ans, vous avez le monopole du marché et tout le monde voudra faire ça.
Et pour la petite histoire, c'était de la signature électronique dans Ok. le monde de l'immobilier. À l'époque, personne ne veut en entendre parler, ni les notaires, ni les agences, ni les promos, rien, rien, rien. Et aujourd'hui, force est de constater que c'est dans tout notre quotidien. La signature électronique, vous recevez un colis, vous signez en signature électronique, vous signez un compromis chez le notaire, signature électronique, si vous signez un mandat en agence, signature électronique, bon voilà. Donc nous, on a contribué à ça, on a introduit ça sur le marché français. Et donc effectivement, pendant 3 ans, j'ai une vie à 200 à l'heure dans cette startup. Et à côté de ça, j'ai pu enchaîner, grâce à mon niveau confortable de salaire, les investissements immobiliers. Et en D'accord. immeuble. En immeuble. D'accord. Et donc, qu'est-ce que tu as... Enfin, pour rentrer un peu dans les détails, quel était ton premier projet, par exemple? Premier projet, donc là, moi, je rentre en juillet 2018, France, finale de la Coupe du Monde. Et, j'avais même pas encore signé le contrat parce que j'embaucherai, je crois, en octobre. Et j'avais même pas encore signé le contrat de travail que j'étais déjà en recherche d'immeuble, tu vois. Et je rentre en France, mais je vais pas du tout sur la région que je connais. Je décide d'aller m'installer dans le sud de la France. Et donc, du coup, je dois réapprendre le marché. Donc, je commence à me faire pas mal de déplacements pour aller visiter des trucs. Ensuite, je vois que ma stratégie, elle est pas bonne, qu'il faut que je passe plus de temps sur l'analyse, etc. Et surtout, il faut que je développe des compétences sur la rénovation, sur les travaux. Parce qu'en fait, j'ai vite compris que oui, je vais pouvoir acheter des petits immeubles pas trop chers. Mais par contre, si mes compétences d'estimation de travaux pour rentrer dans la fameuse niche fiscale du LMNP n'est pas bonne, je vais me rétamer parce que soit j'aurais pas fait suffisamment de travaux et du coup je vais devoir arbitrer plus vite, ou alors je vais payer de l'impôt, soit je vais faire des erreurs simplement sur mon estimation. Et donc ça prend un certain temps. Et au final, le premier projet il sortira qu'en 2019. Ok. Donc un peu moins d'1 an plus tard, je signe mon premier immeuble. Non, même un an, je pense, en septembre ou en octobre 2019. Petit immeuble de 3 appartements plus une cave. Et là, aujourd'hui, avec le recul, je suis content, mais ça a été un peu en dents de scie, tu vois. J'ai fait des erreurs. Par exemple, j'ai acheté l'immeuble complètement loué, tu vois. 3 appartements, 3 locataires, sauf la cave, elle n'était pas louée. Elle n'était pas louée, mais elle n'était pas exploitée non plus. Elle n'a pas été optimisée. Voilà. Donc, des locataires en plus qui payent un loyer tout petit, qui a quasiment jamais été révisé. Euh, Il y a un seul des 3 locataires aussi qui avait un bail meublé. Les deux autres, c'était des bails nus, des baux nus. Du coup, fiscalement, c'est relou parce que du coup, je suis obligé de les intégrer sur ma tranche marginale d'imposition, comme étant des revenus fonciers, quoi. Alors que j'en ai un qui est en meublé. Alors que c'est stupide, j'ai dit, OK, j'achète un immeuble pour faire de la location meublée. Et là, je suis pieds et poings liés avec 3 locataires qui payent des broutilles, tu vois. Et Donc, je fais des justement, petites erreurs. c'est intéressant de savoir pourquoi tu as pris un immeuble déjà loué. C'était par facilité ou parce que tu as trouvé que ça ou autre raison? Non, j'ai trouvé d'autres trucs. Mais d'une part, j'avais besoin d'aller vite. J'avais besoin de faire ce fameux premier projet pour démarrer, en fait. À un moment donné, faut arrêter à un moment donné, il faut y aller. Donc, il fallait faire ce premier projet. J'avais visité des tonnes d'immeubles et celui-là, il était dans un bel état. Il avait une belle structure. Donc, c'était très important pour moi de pas aller sur un chantier de folie. Il y avait des travaux à faire, mais je savais que ça serait que au départ de chacun des locataires. Donc, ça serait échelonné. Et moi, avec mon travail hyper prenant, c'était mieux, tu vois. Et aussi, la troisième chose, c'est juste que la banque, elle me dit, OK, vous êtes un ancien expatrié, nous, on vous rapatrie tous vos comptes, on ne vous connaît pas, on n'a pas vos antécédents, vous avez un contrat de travail qui est tout frais, vous venez juste de valider votre période d'essai, en fait, on ne vous fait pas confiance. Donc, prenez un bien où il y a déjà un locataire, où c'est rentable, et oui, on vous fait du locatif. Donc, mon premier immeuble, je l'ai fait en locatif, en disant, ben voilà, j'ai choisi cet immeuble parce que je le paye vraiment pas cher. Et au final, il fait un peu plus de 10%, je crois qu'il était quasiment à 11% net, sans faire les travaux, quoi. D'accord. Et on était à... Enfin, si tu veux parler un peu des chiffres, c'était quel prix et quel montant de travaux?
Les prix, je l'ai acheté 77 840 €. Je m'en rappelle parce que j'avais lu ça dans un bouquin qu'il fallait acheter, qu'il fallait pas donner, fallait pas l'acheter 77 000 ou 78 000. Il fallait faire un truc comme ça pour faire penser aux vendeurs que j'avais que cet argent-là et pas un euro de plus. Donc j'ai fait ça et ça a eu le malheur de. Il y a eu une grosse négo parce que je crois qu'il était à la base à 90 ou 95 000. Donc, enfin, à l'époque, c'était beaucoup de négo. Euh, et qu'est-ce que je disais? Et au niveau des Pourquoi? travaux après, le montant. Les travaux, l'enveloppe travaux, elle a été clairement sous-évaluée, je pense. Parce que j'avais 15 ou 17 000 euros peut-être de travaux dans l'enveloppe. C'était tout ce que la banque en fait voulait me filer. Pour être tout à fait honnête avec toi, enfin, j'ai enchaîné après. Donc, un par un, les locataires sont partis. Euh, les deux premiers ont été rénovés avec l'argent de la banque que j'ai fini de décaisser. Mais en réalité, même le deuxième, il n'y avait pas suffisamment d'argent. Parce que quand j'ai rénové, j'ai pas fait semblant, quoi. Tu vois, j'ai vraiment tout refait de Ouais. fond en comble. J'ai été chercher des matériaux pour me différencier sur le marché. Parce que j'ai pas été dans le pire enfin, on va dire que c'est pas un top quartier, c'est pas le pire, mais c'est la rue, c'est un peu la bonne rue d'un quartier moyen. Donc, quand t'as un bel immeuble dans une rue bien, dans un quartier en métamorphose, il faut que tes appartements ils soient top, quoi, tu vois, il faut qu'ils cartonnent. Donc du coup, je me suis dit, bah, c'est simple, moi ce que je vais faire, c'est que je vais tirer le marché vers le haut. Quand je vais les mettre sur le bon coin, je vais être clairement le plus cher. Je veux être le studio le plus cher de Béziers. Donc c'est ma stratégie, c'est ça. Euh, c'est dans la ville dans laquelle je suis, par rapport à ma surface, je fais une rénovation pour faire en sorte, il faut qu'il y ait un service derrière, tu vois. Je peux pas mettre un studio à 400 balles si, ou à 450 balles, peu importe, si jamais la rénovation, elle est, euh, elle est dans la moyenne, tu vois. Faut être au-dessus de la moyenne. Donc ça coûte plus cher. Exactement. Je comprends tout à fait ce que tu veux faire et tu as raison de faire ça d'ailleurs. Bah, je pense, hein, après, voilà, il faut que la réno, elle tienne déjà, il faut qu'elle tienne à peu près 10 ans, le temps de l'amortissement. Et puis voilà, bon, faut que ça, à un moment donné, faut aussi se dire, les gens vont vivre dedans, donc faut les respecter, quoi. Faut que ça soit chouette. Ouais, clairement, hein, clairement. C'est toi qui me parlais de marchand de sommeil, ouais, qu'on pouvait Ouais, être facilement glissé vers. Je sais pas si tu me l'as dit directement ou j'ai écouté dans un de tes podcasts, dans tes ouais, épisodes, mais je trouvais que c'était assez vrai, que finalement, on peut facilement glisser sans le vouloir vers ouais. ce côté-là en se disant, bah, je vais faire la rénovation, on va dire, légère, peut-être, ou pas au niveau, et se dire que bon, c'est pas grave si c'est pas très bien pour le locataire. Et après, finalement, on peut avoir ces critères qui baissent Hum. et commencer à donner des logements insalubres petit à petit sans même le savoir ou le vouloir, peut-être même. Sans le vouloir, sans le Ouais, vouloir. ouais. Sans le vouloir, alors je sais pas dans quel sens ça a été démocratisé, mais moi j'ai une théorie qui dit que les marchands de sommeil, c'est le produit de la création des vendeurs chez Castorama. C'est un peu tiré par les cheveux, mais en gros, c'est pour dire, euh, les- j'ai dit Castorama, j'aurais pu dire Le Bon Coin ou Bricomarché, comme ça j'en cite trois et personne n'est fâché avec moi, mais en gros, quand tu vas faire tes emplettes dans ton magasin de bricolage, le vendeur, une des premières questions qu'il te pose, c'est est-ce que c'est pour vous ou pour louer? C'est vrai. Ouais. Et du coup, ça insinue quoi? Ça t'envoie quoi comme message dans le cerveau? Ça envoie, en fait, il y a deux façons de rénover. Il y a une façon économique, et du coup avec du pas cher et pas forcément de grande qualité, parce que c'est souvent très associé, pour les locataires. Et par contre, si c'est pour toi, bah, c'est la kiffance, tu as envie de te faire plaisir, prends un carrelage un peu plus épais, prends des matériaux un peu plus nobles, prends une isolation un peu plus euh, énergétiquement plus positive. Tu vois, et ça, en fait, c'est révoltant parce que euh, des fois, tu as des gens qui se disent bah, tu sais quoi, pour payer les études de mes enfants, je vais acheter un immeuble de trois quatre appartements, je vais le rénover, et quand ils auront l'âge
de peut-être dans 10, 15 ans, quand ils auront l'âge d'aller tu vois, à l'université, ben, j'aurais accumulé suffisamment de revenus sur ce bien, ou alors je l'aurais carrément soldé le crédit. Donc du coup, j'aurais l'argent pour leur payer leurs études. Sauf que non, c'est pas vrai. Parce que à cause de cette mentalité à la con, si ça se trouve, tu auras fait le choix de faire que de la rénovation pour les locataires, entre grosses guillemets. Et donc du coup, ça c'est néfaste, parce que quand tes enfants ils auront l'âge d'aller à l'université, la conséquence c'est quoi? C'est que toi, au lieu de mettre de l'argent pour leur payer l'université que eux ils souhaitent, ben, tu vas obligé de leur payer juste leur deuxième, troisième, voire même leur 10e choix, tout simplement parce que toi, tu dois rénover les communs, tu dois rénover les cuisines, tu dois rénover je ne sais quoi, les sols dans ton immeuble, parce qu'il y a 10, 15 piges, tu as fait n'importe quoi. Ouais, c'est vrai, mais ça, c'est une réalité qu'on voit seulement, comme tu as dit, hein, il y a 10-15 ans, tu as fait un choix qui est répercuté 10 ans, peut-être ou 15 ans après. C'est ça le souci, quoi, finalement. Exactement. Mais ouais. Donc, d'accord, donc tu as C'est le fait. lièvre et la tortue, hein. Ouais. C'est le lièvre et la tortue. Mm. L'histoire C'est se vrai, répète. c'est vrai, c'est vrai. Mais moi, je suis confronté aussi à ça aussi, parce que j'ai eu ce discours-là de la part de vendeurs aussi, hein, parce que quand je vais chercher par exemple, du parquet. Bon, dernièrement, il y a quelqu'un qui m'a demandé, c'est locatif ou pour vous directement? Et Ça après, il m'a m'étonne dit, pas. si c'est pour du locatif, oh, vous prenez pas la tête, prenez ça. Moi, j'ai rien dit parce que voilà, mais c'est vrai que c'est pas la première fois que j'entends ça, c'est vrai, c'est En dommage. fait, en fait, rénover euh, avec une obsolescence la plus lointaine possible et avec un impact énergétique le plus vertueux possible ne devrait pas être une option. Ça devrait être la normalité. C'est vrai. Et les options, ça devrait être tout ce qui est chic, élégant, tout ce qui est extravagant. Ça devrait être le petit bonus, la petite cerise sur le gâteau. Mais la réalité, c'est que les matériaux de grand passage, d'ailleurs, ils sont vachement intéressés, tu vois, ils s'y sont intéressés, les industries, ils ont compris le phénomène. Tu regarderas, notamment dans les parquets, il y a ce phénomène de grand passage ou normal, qualité normale ou grand passage. En Et fait, oui. grand passage, si tu regardes, il y a une espèce de scoring. Si tu es à partir de 3 sur 5, tu es en grand passage. Donc ça veut dire quoi? Si tu es à 4 ou à 5 sur 5, tu es en super passage, tu es en TGV, tu vois? Tu peux faire quoi? Rouler un bulldozer sur ton parquet? Ça n'a pas de sens. Ouais, Ça n'a pas de sens. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ok, bon, alors là, on a parlé du premier immeuble. Ouais. Donc, vas-y, et après, qu'est-ce que tu as fait après cet immeuble-là? Donc, tu m'as dit Après, que. j'en ai fait un deuxième. Ouais. J'ai fait un deuxième immeuble qui a été ultra long à sortir Mhm. parce que c'est clairement la vente la plus longue de ma vie. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était un divorce pas encore établi sur le papier, slash le mari qui avait des mauvaises fréquentations, qui avait un peu refilé l'immeuble à des, si je dis pas de bêtises, à des gitans ou bref à une communauté un petit peu problématique qui aurait squatté une partie de l'immeuble et qui aurait utilisé le rez-de-chaussée, qui était une ancienne boucherie, pour faire un lieu de deal. Donc les gens venaient au rez-de-chaussée. Tu vois, ils avaient carrément arraché comment t'appelles ça, la grille de la, ouais, c'est ça, la grille de sécurité que tu as sur les rez-de-chaussée. Tu Ouais. sais. Oh, ils l'avaient enlevé parce que ça les dérangeait. Ça leur permettait de faire un petit banc devant et les gens se posaient là et ils achetaient leur cam, tout ça. Donc ça, c'était la devanture de l'ancienne boucherie. Et en gros, c'est un immeuble où voilà, il y avait ce local commercial divisé en deux parties, plus une grande cave de 55 mètres carrés. Et au-dessus, deux grands appartements, deux T3. Et là, pour le coup, mon choix, il s'est décidé parce que je sortais le vendeur d'une galère. Donc opportunité de marché parce que du coup, elle était prête à vraiment à descendre le prix si ça pouvait se faire vite. À la base, moi j'étais prêt, c'est juste que ça a été très long de son côté, hein, mais sinon moi j'étais prêt. Il y avait tellement de dettes parce que beaucoup d'impôts fonciers, du coup depuis des années, ils n'ont jamais réussi à louer ces appartements. Ils étaient à peine rénovés, enfin c'était pourri. Donc beaucoup de travaux, une grosse enveloppe de travaux, ma plus grosse, hein, avec encore des travaux en cours, mon chemin. Alors que Sur c'est quel montant, à peu près? Alors là, on était à un prix de vente à 110 000 et au final, je l'ai acheté 92 avec les frais.
D'accord, J'ai acheté acte en main. J'ai acheté les deux immeubles acte en main. d'accord. Euh, donc pour l'auditeur, acte en main, je pense que Et tu parce que peux tu en as déjà préciser parce parlé. que ça, on a des novices et on a des plus confirmés. Donc, Alors du coup, acte en main, pour ceux qui connaissent pas, c'est en gros l'effet où quand tu achètes sans les frais de notaire. Dans le sens où les frais de notaire seront payés par l'acquéreur. Donc en gros, au lieu d'acheter 92 000 euros plus 7%, j'ai acheté 92 000 euros et le vendeur, lui, il a payé les frais de notaire. voilà. Payé à peu près 8 000 euros, je crois, frais de notaire. Un peu moins, je pense. Ok. Voilà. Euh, donc ça c'était fait uniquement dans le cadre où, parce qu'en fait, la banque voulait bien me suivre, mais elle voulait pas payer les frais de notaire. Du coup, j'avais pas de cash. Donc du coup, j'ai dit, ben, enfin j'en avais, mais je voulais pas les mettre là-dedans. Donc j'ai dit, bah, en fait, vous avez pas vu, mais c'est un achat sans frais de notaire. La banque avait, entre guillemets, dit qu'elle avait jamais vu ça. Euh, j'ai dit, ok, bah, peu importe, ne vous inquiétez pas, de toute façon, en gros, les frais de notaire seront payés. Et ça a traîné jusqu'au jour de l'acte authentique, hein. La banque qui continue à envoyer des mails, on comprend pas. Nous, on finance pas les frais de notaire. Mais ils ont financé finalement quand même, malgré tout. Ils ont financé? Ouais, ouais, bah, ils ont financé. Après, tout allait bien. C'était sur le papier, c'était déjà très sincèrement, c'est mon meilleur projet. Enfin, hormis la première culbute que j'ai fait, parce que en l'espace de 18 mois, j'avais quand même sorti 50 000 euros. C'était incroyable à mon âge. Ouais. Mais si je sors ce projet-là, on va dire juste sur le locatif, c'est mon meilleur projet. Mais tout simplement parce que ben, j'enlevais une aiguille du pied une épine du pied, pardon, de la vendeuse, et je créais des surfaces, enfin, je créais pas des surfaces de plancher supplémentaires, mais j'exploitais de manière différente des surfaces qui étaient inexploitées. Notamment au rez-de-chaussée, il y a un grand local d'un peu plus de 60 mètres carrés qu'on a pu diviser pour faire des box. D'accord. Donc en gros, au final, pour parler de cet immeuble, comment on l'exploite, il y a deux appartements, deux grands T3, euh, qu'on a ultra bien rénovés et qu'on a loué, on loue très très bien par rapport au marché. En dessous, on a on a ce fameux local où on a juste créé un couloir et ensuite on a divisé pour faire des box. Et donc ça, on loue le box entre 50 et 80 euros par mois. Donc ça, D'accord. c'est des revenus fonciers pour ceux qui veulent savoir. Il y a deux manières de les exploiter. Soit en revenus fonciers, donc dans ce cas-là, vous le déclarez en nom propre, soit vous les louez à votre propre société. Vous créez une, une société de location de box. Et dans ce cas-là, vous serez imposé à 15% sur la société. D'accord. Et là, juste, je vais t'arrêter 2 secondes par rapport au box. Et en fait, juste pour avoir un peu de détails, parce qu'ils aiment bien les Ouais, auditeurs, quoi. bien sûr. Quand tu veux construire, enfin, créer des box finalement, comme tu as fait, comme vous avez fait, Ouais, putain, parce- ça, comment c'était. ça se passe, voilà? Comment ça se passe quand tu veux faire ça? Comment ça se passe, tu veux dire, dans l'opérationnel? Voilà, opérationnellement. Et puis après, est-ce que tu as des impôts qui vous viennent s'ajouter ou est-ce que tu as une taxe d'aménagement qui vient Ah, ok, s'ajouter, ok, etc. ok. Voilà. Ok, très clair, très clair. Des impôts qui viennent s'ajouter, non. Alors, il faut savoir que ça faisait partie de la boucherie. C'était ce qu'on appelle le laboratoire de la boucherie. Donc, c'est là où ils transformaient la viande et les fameux plats préparés. Ça n'inclut pas la boutique, donc la partie de devant. Donc, en fait, il faut imaginer un local commercial juste coupé en deux par les communs. Et entre la boutique et les communs, bah, il y a, pardon, entre la boutique et les box qu'on a créés sur la fameux laboratoire, ben, il y a les communs, il y a les escaliers pour monter dans les étages. Et donc, en fait, sur cette partie-là, elle était déjà déclarée à l'urbanisme comme local de stock. Enfin, je- sauf erreur de ma part, elle est déclarée comme local de stockage, mais stockage rattaché au local commercial. Donc, c'est un seul et même lot sur le papier, mais avec une différence d'exploitation. À l'urbanisme, en tout cas, ils m'ont validé que c'était comme ça. Donc, j'ai dit, OK, est-ce que c'est OK si je fais des box? Ah oui, oui, si c'est pour du stockage ou pour une activité professionnelle, j'ai dit non, c'est du stockage.
Donc voilà, donc c'est resté. En fait, c'est une destination, hein, un espace de stockage, c'est une destination, local commercial, c'en est une autre. Bref, du coup, pas très clair, mais au final, j'ai eu un feu vert avec un échange par mail, donc j'ai une preuve comme quoi c'est bon. Je me suis dit, très bien. Je démolis tous les petits murs et les espèces de faux retours en briques. Il y avait aussi une ancienne, comment t'appelles ça, une chambre froide en briques avec des matériaux isolants d'époque, tu vois, notamment du liège projeté, c'est comme ça que ça s'appelait, des espèces de panneaux de liège qui avaient noirci avec le temps. On avait l'impression que l'endroit avait brûlé, alors qu'en fait, pas du tout. C'est juste que, L'usure, quoi. C'est l'usure ouais, naturelle. ça s'est désagrégé, quoi, tu vois, avec le temps. Et avec un copain bien motivé, Fabien, que j'adore et que je remercie encore, on s'est chauffé, on a fait un petit massage des épaules avec du Ketum et on a été tout pété. Ça nous a pris une journée à la masse et on a éclaté les murs. On a passé toute notre âge là-dessus. Et après, s'en est fallu plusieurs semaines d'aller-retour à la déchetterie pour amener. Très sincèrement, je sais pas, il y a plusieurs tonnes de gravats qui sont partis ensuite à la déchetterie pour avoir cette surface libre de tout obstacle. Et ensuite, c'est purement mathématique, hein. On a pris des rails, on a tiré une ligne droite pour créer le couloir. Et ensuite, on a divisé les box, on a fait plusieurs tailles de box pour différentes typologies. Donc là, c'est très simple, hein. Vous allez sur les sites de location de box spécialisés, vous regardez ce qui se loue, et voilà, vous faites les mêmes surfaces, hein. Moi, j'ai fait ça, hein. D'accord, ok. Et quand c'est comme Voilà. ça, en fait, tu dois pas, t'as pas de nécessité de déclarer que tu fais des box, finalement. Si, Si. tu dois le faire si jamais la destination moi, c'est un coup Voilà. de chance, hein. Ouais. Enfin, un coup de chance. Bon, si ça avait été une destination par exemple, d'habitation, je pense que ça aurait été très dur dans un milieu, dans un quartier aussi tendu. Ça aurait été très difficile d'avoir l'acceptation de l'urbanisme. Ouais. Mais j'aurais pu contourner en disant, OK, bah, ce local à destination d'habitation, je le loue à une société que j'ouvre, Ouais. une société commerciale, et elle prend le bail. Et elle, derrière, elle sous-loue en box. Voilà, ça, j'ai le droit de le faire. Ouais. D'accord. Et donc là, t'as créé combien de box? Là, on a créé 5 box. D'accord. Un, deux, voilà, 5 box qui vont entre 6,5 et jusqu'à 12 mètres carrés. Et ça, autant te dire, ça c'est abusé à quel point c'est recherché. Dans les centres-villes, les gens, ils n'ont pas de place, quoi. Donc, c'est clair. Ouais. Les gens, ils n'ont pas de place, donc c'est ultra recherché. Moi, je mets même plus d'annonces sur Le Bon Coin se loger. C'est directement les gens qui m'amènent. Je leur dis, je veux même pas récupérer les clés. Vous me trouvez un locataire. Quand vous voulez partir, vous mettez l'annonce vous, ou alors vous en parlez autour de vous. Et la plupart du temps, les gens, ils ont un collègue de boulot qui cherche. Enfin, D'accord, euh, super. ouais. Super. Et donc, les trois appartements, là, donc, t'as fini de les rénover et ils sont J'ai- loués. Alors, j'ai pas encore terminé. Ouais. Il reste un des appartements qui est en cours de rénovation. C'est une histoire de. Allez, au moment où je te parle, là, c'est une histoire de quelques jours. Allez, peut-être 2 semaines si jamais on est pris par d'autres choses. Mais en fait, le troisième appartement de cet immeuble, et c'est un appartement qu'on va exploiter en location saisonnière pour deux raisons. La première, c'est qu'il a comme destination un local commercial. Donc, du coup, on ne peut pas faire autre chose qu'une activité commerciale. La location de courte durée étant une activité commerciale, Ouais. c'est bon. Mm. Et en plus, c'est une toute petite surface, parce que ça, c'était la boutique de la boucherie. D'accord. Et donc, cette boutique de la boucherie, elle fait 17 mètres carrés, quoi, tu vois. D'accord. Donc, c'est Ouais. minuscule. On aurait pu faire un studio, mais j'avais pas envie. Mm. Euh, enfin, dans le sens, on aurait pu faire un studio longue durée, mais c'était pas mon objectif. Et là, du coup, on fait un local commercial à thème, hein, sur un thème particulier qui est en rapport avec la région, une personnalité importante de la région, etc. Et Ok. donc, du coup, voilà pour le dernier lot. Ensuite, il y a aussi une grande cave à aménager où on Mm. fera le même système de box, mais quand on aura rentré un peu d'argent, quoi. D'accord, super, super. Et donc, moi, j'avais compris que, tu as entre-temps quitté ton travail, c'est ça, hein? Exactement. Tu fais que ça, c'est ça, hein? Enfin, tu fais que ça. Exa- Encore, je m'entends, c'est pas qu'il n'y a pas beaucoup de. Quand je dis que ça, c'est-à-dire que tu n'es plus salarié. non, absolument. Je suis plus salarié. Bon, alors en fait, entre-temps, entre le moment où
quitter mon travail et ce jour, je me suis associé parce que Ouais. du coup, moi, j'avais beaucoup d'encours sur ma tête et au final, on a très peu de capitaux amortis à la banque. Donc, du coup, je me suis associé et avec mes associés, on a acheté d'autres biens, notamment des immeubles ou des appartements. Voilà. Et donc là, qui sont détenus par des SCI qu'on possède. D'accord. Donc là, c'est pas du cash qui me permet de vivre. Donc moi, en fait, je vis que sur les loyers de mes appartements, Mm. donc ces fameux biens-là. Ouais. Et le reste, c'est détenu par des SCI. Donc c'est pas de l'argent que je touche tous les mois. Et donc en fait, une fois que j'ai eu ça, je me suis senti un peu plus sécure pour me dire, OK, je vais quitter mon taf parce que déjà, je suis plus en accord avec la politique interne de l'entreprise. Donc tout va bien, on n'est pas fâché, mais dans le sens où moi, perso, je me sens plus à l'aise comme au début. Donc du coup, je pense que c'est le bon moment pour faire un petit break. Il faut savoir que je vivais toute la semaine à l'hôtel, que je rentrais que les week-ends. Et les week-ends, généralement, c'était pour gérer les travaux de mes apparts. Ok. Donc voilà, c'était assez difficile. Et ouais, et donc du coup, bah, j'ai fait ça. Bon, j'ai été bien aidé par le chômage. Tu sais, en France, on a la chance d'avoir droit au chômage quand tout se passe bien et qu'on a une rupture conventionnelle, ce qui était mon cas. Donc ils ont été très cool là-dessus. Rupture conventionnelle, chômage et plus les loyers qui tombent. Donc tout va bien. Ça m'a permis de lancer deux choses. Enfin, deux choses. Ça m'a permis, on va dire, de, de professionnaliser mon approche sur la partie rénovation et gestion des chantiers. Ouais. Donc ça, c'est des choses que je fais pour moi, mais aussi pour les autres maintenant, parce que j'ai des gens qui me sollicitent pour leur trouver des projets type immeuble avec rénovation et mise en place des locataires. D'accord. Et la deuxième chose que j'ai lancée tout de suite après, c'est le podcast. D'accord. Le podcast Chronique Imo, sur lequel tu m'as fait le plaisir de venir Oui, aussi, discuter c'est vrai. avec moi, donc, que tu connais. Et ça, c'est mon média. J'ai lancé ce média-là parce que j'avais très envie de continuer à parler tout autant. Comme tu peux le voir, j'aime bien. Ouais. Et surtout parce que j'avais envie d'apporter des choses à des personnes qui se disent que c'est difficile ou qu'on n'a pas les informations, ou tu vois, j'avais envie de rendre un petit peu ce qu'on m'avait donné, je ne sais pas si on me l'a donné, mais en tout cas ce que j'ai appris. Et un des gros learnings d'ailleurs que je peux dire par rapport à ça, c'est que moi je pensais le faire pour aider les gens, et au final, je reçois 100 fois plus. Je donne 10, je reçois 100, c'est incroyable. Ce que Ouais, j'apprends. Depuis que j'ai fait le podcast, j'ai beaucoup appris. je suis complètement d'accord avec toi, hein. Moi, avec le podcast, on apprend beaucoup avec les personnes qu'on reçoit, Ouais, de fou. des idées qu'on a qui nous viennent alors que on n'a pas demandé entre guillemets, mais par rapport à une expérience, on se dit ah, tiens, ça peut être fait et tout. C'est C'est fou. énorme, hein. On s'en rend pas C'est compte, fou. mais C'est fou. C'est fou. Je suis invité par des entreprises ça c'est un des trucs que j'ai mis en place où moi je pense qu'il y a beaucoup de choses qui passent par la technique, hein, soit qu'on peut déléguer ou soit parce on a déjà un pied dans le futur et des fois il y a des outils qui peuvent nous faire gagner du temps ou peut-être venir casser une barrière qu'on avait. Et moi, je le vois avec les entreprises que j'essaie de faire passer dans le podcast, qui ont des idées. Des fois, c'est des outils, des fois, c'est des services, peu importe. Mais ça permet vraiment, même moi, je me dis, mais c'est incroyable. Moi, si j'avais eu ça il y a 12 ans, lors de mon premier projet, ça aurait été encore plus simple. ah bah c'est clair. Et bien justement, c'est la question que j'aime bien poser parce qu'on arrive vers la fin de l'épisode parce que ça fait un moment qu'on est là. Après, c'est pas la fin des idées entre guillemets à développer parce que franchement, il y a tellement de choses à développer. Ah Et on là pourrait là, passer des heures à tellement, discuter, mais c'est ça. il faut bien qu'on termine. En fait, là, il y a une question que j'aime bien poser, c'est qu'est-ce que tu Dis-moi. dirais à quelqu'un qui voudrait faire comme toi? C'est-à-dire quelqu'un qui a pas fait de grandes études, mais Ouais. qui se dit comment je vais faire pour m'en sortir? Comment je vais faire pour m'en sortir finalement? Et il écoute cet épisode et il se dit finalement c'est possible. Ouais. Comment je peux faire? Toi, tu lui répondrais quoi? Euh,
comment je peux faire? Je pense que je dirais peut-être ça c'est une autothérapie, tu vois, c'est un truc que des fois je me le redis encore aujourd'hui, malgré les années d'expérience. C'est construis-toi une bulle solide, une bulle avec dans cette bulle euh, peu de comment dire en français peu de distractions et peu de gens. Et cette bulle-là, ça doit être donc évidemment c'est une métaphore. Cette métaphore en fait c'est de dire dans cette bulle-là je fais rentrer que des gens très proches qui sont pas néfastes, qui ont pas et des fois ça implique de faire sortir des gens de la bulle, hein. C'est quelque chose d'évolutif. Mais en gros, pour résumer, je dirais n'écoute pas le bruit ambiant euh, parce que il va te ralentir. Et même si des fois il est vrai, il vaut mieux pas que tu saches la vérité. Tu vois, tu vois, je suis pas du style à dire oh, les gens c'est tous des cons, ils vont te rabaisser, ils vont te. Non, les gens ils ont peur. Les gens, c'est des êtres humains comme toi et moi, ils veulent ton bien. La vérité c'est ils ont aucun intérêt à te voir te casser la gueule. Mais ils ont peur pour toi. Ils t'aiment bien, ils t'aiment fort. Mais des fois les gens qui t'aiment fort, faut les garder loin de toi. Ou en tout cas, tu les vois mais par parcimonie. Donc je dirais pour arriver à te sortir t'extirper d'un contexte difficile, c'est ce que moi j'ai. Parce qu'au final, quand tu dis faire comme toi, ça veut dire quoi? Mm. Ça veut dire ça. Au final, moi, j'ai rien fait. Tu vas par là, franchement, avec le recul, c'est walou. Moi, je rencontre des gens, ça n'a Bah, rien à voir. après, je te coupe parce qu'en fait, souvent, même moi, je le pense comme ça, tu vois, c'est que on fait des choses dans l'immobilier et après, Hum, comme en avançant dans nos connaissances et dans les gens qu'on côtoie, qu'on connaît ou à qui on ouais, parle, on se rend compte qu'il y a des gens qui ont fait 10 fois plus que nous. Donc, on se dit bien sûr. finalement, nous, on n'a pas fait grand-chose, sauf que la personne qui écoute et qui a jamais acheté d'immobilier, Hum, pour cette personne-là, moi, je me mets à la place de la personne qui n'avait pas acheté quand j'avais 20 ans et tout. Mais ouais, quelqu'un qui avait déjà un immeuble, pour moi, c'était énorme, tu vois. Tu vois? bien sûr. Non, 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 Ouais, mais c'est pour ça. t'as raison. Je suis à 100% d'accord avec toi. En vrai, la première étape, c'est surtout si tu as un entourage, si tu as l'impression qu'autour de toi, c'est stable, parce que moi, c'était ça la difficulté, c'est que c'était pas stable et c'était néfaste. Mm, Donc, il a d'abord fallu que je règle ça. Si tu veux, moi, le travail sur moi a été plus dur que le travail sur l'immobilier. Et mm, au final, pour être tout à fait transparent, si le levier bancaire et les opportunités en immobilier n'existaient pas, j'aurais trouvé autre chose. mm, Qu'au final, je me définis plus comme entrepreneur que investisseur immobilier. Aujourd'hui, je suis investisseur immobilier, mais j'entreprends tout un tas de trucs autour de l'immobilier. La réalité, c'est que si demain, je sais pas moi, je connais rien, tu vois, les business de matelas, je te dis mm, ça parce que j'ai un matelas là que j'ai acheté pour un appart qui est devant moi. Si c'est le business des matelas qui devient top, tu vois, où j'apprends un truc disruptif sur le business des matelas, je me lance direct là-dessus. mm. L'immobilier, l'avantage, c'est que euh, pour l'instant, c'est cohérent. En tout cas, avec mon parcours, avec ce que je prône. Et puis, je viens aussi, peut-être inconsciemment, rétablir un traumatisme que j'ai eu plus jeune, qui était que ben, on vivait tout le temps dans des HLM de merde, tu vois. C'était pas rare qu'on ait des blattes à la maison, tu vois, nous. Et, je sais que les gens vont dire, oh putain, dégueu. Mais franchement, je vous assure, vous savez pas dans quoi les gens vivent, c'est un truc de fou. Et nous, on avait souvent des blattes à la maison et je me dis, mais en fait, c'est pas logique, la normalité, elle est pas là. Et le fait de faire de l'immobilier, d'avoir le pouvoir, tu vois, c'est moi qui ai le pouvoir, c'est moi qui détiens le pouvoir, de remettre les clés à mon locataire et lui dire, s'il y a quoi que ce soit, tu m'appelles, je te répondrai. On n'est pas à l'abri d'avoir loupé un truc, peut-être qu'on a merdé quelque part, mais je t'abandonnerai pas. Tu vois. Donc je dis pas qu'on a les appartements de fou, tu vois, ou quoi, je dis pas qu'on est le meilleur bailleur de la région, ça serait mentir. Mais par contre, on est suffisamment humain pour se remettre en question et si jamais il y a besoin de lâcher un billet parce qu'il y a un problème dans l'appartement, ben on le fait avec grand plaisir. C'est des gens qui vivent dedans. C'est comme l'immobilier, j'aime bien dire, c'est comme boire et manger. Il faut que tu vas pas boire de l'eau de mauvaise qualité. Tu vas pas boire l'eau de l'eau pas potable.
tu vas pas manger de la viande avariée. Ben, pourquoi tu irais te loger dans un endroit chelou, tu vois? Ouais, c'est clair, c'est clair. OK. Bah, merci, hein, merci pour ton temps, que ça doit être Merci un à un toi. des épisodes les plus longs sûrement et C'est vrai. effectivement, j'avais encore des questions, mais je me suis dit, ça va commencer à faire long. J'avais encore plein de questions donc comme quand je suis passé dans ton podcast, enfin, qu'on a enregistré, on pourrait refaire un épisode, sans problème franchement parce que moi j'ai d'autres questions, même on pourra faire un truc plus précis même au niveau des, Avec grand plaisir. technicités, tu vois? Parce Alors là, si tu veux, tu prends rendez-vous, mais avec grand plaisir. Avec grand, grand plaisir. OK, super. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Mathieu et je suis Je t'en sûr que prie, ça Kevin. va ça va ça va plaire à mes auditeurs et puis, je te dis à bientôt. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pour nous retrouver, c'est sur Instagram pour Mathieu, Chronique Imo, pour moi, Cash Immobilier Podcast. Merci encore pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.